Les tatouages existent depuis des temps immémoriaux, et, en tant que plus ancienne forme d'art reconnue, ils remontent probablement à une époque antérieure aux fameuses fresques de chevaux que l'on admire dans les grottes préhistoriques. Aujourd'hui, les tatouages connaissent un véritable engouement et se libèrent des tabous d'autrefois. Près de 46% des États-Unis arborent un motif permanent. Pourtant, l'Italie surpasse ce chiffre, avec environ 48% de sa population tatouée. Et si ces marques corporelles ne relevaient plus seulement de l'esthétique, elles pourraient bientôt assumer un rôle fonctionnel, voire médical. Un nouveau concept attire l'attention, celui des pigments dits intelligents. Injectés sous la peau comme une encre classique, ils seraient capables de suivre divers paramètres physiologiques, tels que le taux de glucose, l'hydratation ou l'exposition aux rayons ultraviolets. Ces pigments réactifs aux stimuli biologiques et environnementaux pourraient, à terme, remplacer certains dispositifs connectés ou implants. Certains seraient conçus pour émettre une lueur sous une lumière spécifique, alertant en temps réel de troubles éventuels. Une telle technologie pourrait notamment servir dans le contexte spatial pour mesurer l'exposition des astronautes aux radiations. Combien de cerveaux l'être humain possède-t-il? Certains n'en donnent guère l'impression, mais en réalité, nous en avons deux. Surpris? Des travaux récents révèlent que le cœur dispose de son propre réseau nerveux, surnommé mini-cerveau, qui régule son activité indépendamment du cerveau principal. Des chercheurs ont étudié le poisson zèbre et mis en lumière, dans la revue Nature Communications, la complexité insoupçonnée du réseau neuronal cardiaque. Auparavant, nous pensions que le cœur ne faisait qu'exécuter les directives du système nerveux autonome central. Or, il s'avère qu'il est doté d'un maillage neuronal propre, situé dans ses couches périphériques, ce qui le rend bien plus élaboré que ne l'avions cru. Selon le responsable de l'étude, ce second cerveau joue un rôle essentiel dans la régulation du rythme cardiaque. Il abrite des neurones aux fonctions diverses, dont certains agissent comme des stimulateurs cardiaques naturels. En regardant un classique comme Frankenstein, vous êtes-vous déjà dit « c'est complètement insensé ?» Pourtant, la réalité dépasse parfois la fiction. Des chercheurs ont ainsi mis en évidence un troisième état d'existence, où des cellules issues d'organismes morts peuvent non seulement persister, mais aussi développer de nouvelles aptitudes. Des cellules cutanées de grenouilles mortes ont été vues se transformer en xénobots, capables de se mouvoir et de se régénérer. Les cellules pulmonaires humaines peuvent elles aussi s'assembler spontanément pour former des anthrobots, de minuscules organismes contribuant à la réparation cellulaire. Comment ces cellules restent-elles actives après la mort? Une hypothèse avance que des circuits électriques latents leur permettraient de communiquer. Tout dépendrait de la température ou de l'énergie disponible. Lorsque la peau subit une lésion, ce sont nos caillots sanguins qui initient le processus de cicatrisation. Aussi, des chercheurs ont-ils conçu un implant à base de sang pour intensifier ce mécanisme, en particulier lors de fractures. Ce matériau dit biocoopératif régénératif repose sur l'utilisation de peptides synthétiques qui renforcent la structure du caillot. Au cours d'expériences menées sur des rats, cette substance à la consistance gélatineuse, imprimable en 3D, s'est révélée efficace pour réparer certains dommages osseux. Adaptée à l'humain, elle pourrait considérablement accroître les capacités de régénération du corps. Pour le dire en des termes moins techniques, nous serons bientôt en mesure de transformer notre propre sang en implants régénérateurs. Faciles à produire, car chacun de nous dispose de sang. Ils seront en outre presque gratuits, puisque après tout, le sang ne coûte rien à celui qui le porte. Les recherches ont porté sur la fraction solide du caillot, désignée sous le nom d'hématome régénératif. On a conçu pour cela des molécules sur mesure, appelées peptides amphiphiles, qui optimisent les propriétés naturelles de cet hématome. Intégrés au sang, ces peptides accélèrent la coagulation, tout en facilitant la formation de structures plus robustes. Utilisés avec le sang de rat, ils ont permis de corriger de petites anomalies osseuses au niveau du crâne. Le matériau ainsi obtenu présentait des cellules réparatrices pleinement actives, témoignant de sa réelle efficacité. Ces dernières années, la question de la repousse naturelle des dents a suscité un vif intérêt. Il est tout de même curieux que la médecine moderne soit parvenue à surmonter tant de pathologies redoutables, alors que le moindre soin dentaire demeure onéreux. Nos cheveux, nos ongles repoussent sans difficulté. Pourquoi nos dents feraient-elles exception? Examinons les avancées actuelles pour évaluer à quel moment cela pourrait devenir une réalité. Selon l'Organisation mondiale de la santé,
Près de 7% des adultes de plus de 20 ans perdent l'ensemble de leur dentition, un taux qui grimpe à 23% après 60 ans. Au Royaume-Uni, environ 5% des personnes de 16 ans et plus n'ont plus de dents naturelles. Les solutions existantes pour remplacer les dents manquantes, implants, bridges ou prothèses, ne permettent pas une véritable régénération. Pourtant, les chercheurs explorent plusieurs pistes pour la rendre possible, s'appuyant notamment sur l'ARN, les cellules souches et les procédés de reminéralisation. L'un des projets les plus prometteurs nous vient du Japon, où des chercheurs de l'hôpital Kitano ont mis au point un traitement à base d'ARN ciblant une molécule, USAG1, qui inhibe la croissance dentaire. Ce programme de recherche est en développement depuis près de 8 ans. Selon ces scientifiques, l'être humain disposerait de la capacité biologique de développer une troisième dentition. Le médicament viserait à réactiver ces bourgeons. Après des essais concluants sur des modèles animaux, des tests cliniques étaient prévus dès septembre 2024, avec une mise sur le marché envisagée à l'horizon 2030. Une autre approche repose sur les cellules souches. Une étude récente en Inde a montré que leur usage pour la repousse dentaire semblait réaliste et pourrait également contribuer à réparer l'os et les tissus mous de la cavité buccale. De leur côté, des chercheurs de l'Université de Washington ont mis au point des organoïdes capables de produire de l'émail, une étape décisive vers la restauration des dents endommagées. Cela dit, l'emploi de cellules souches, notamment embryonnaires, soulève de nombreuses questions éthiques. Certains spécialistes préconisent de recourir à des cellules provenant directement du patient, afin d'éviter ces écueils. La régénération minérale constitue une alternative sérieuse. Une étude de 2019 a conduit à la création d'un gel capable de reformer une couche de phosphate de calcium, composant principal de l'émail, apportant une solution peu coûteuse et potentiellement applicable à grande échelle. Malgré ces avancées, la perspective de faire repousser complètement nos dents reste encore incertaine. Les résultats actuels sont encourageants, mais il faudra patienter avant que la régénération dentaire ne devienne une solution courante et accessible à tous. À Cambridge, des chercheurs ont montré que l'apprentissage du troisième pouce, une prothèse robotique qui améliore la dextérité, pouvait se faire très rapidement. Leur étude rappelle l'importance de concevoir des technologies accessibles à tous, peu importe l'origine ou le parcours de chacun. Ce doigt artificiel se fixe à l'opposé du pouce naturel et fonctionne grâce à des capteurs placés sous les orteils. Lors d'une exposition scientifique, 596 personnes âgées de 3 à 96 ans ont testé le dispositif. Seuls 4 n'ont pas pu l'utiliser correctement. Chaque participant disposait d'1 minute pour se familiariser avec le mécanisme avant de se livrer à des exercices de préhension. Les résultats furent saisissants. 98% ont su s'en servir immédiatement, indépendamment de leur profil démographique. Bien que les plus jeunes aient montré davantage de difficultés, les participants plus âgés ont globalement obtenu des résultats comparables, avec une légère diminution des performances corrélées à l'âge. Pensez maintenant à un souvenir apaisant, comme votre grand-mère en train de vous lire une histoire, par exemple. Ces images surgissent, parfois sans raison, portées par la mémoire. Pour mieux comprendre ces mécanismes, des chercheurs ont étudié l'hippocampe, centre névralgique de la mémoire humaine. On utilisait jusqu'ici le cerveau de rongeur pour explorer ses fonctions. Or, les scientifiques ont révélé des écarts majeurs entre cerveau humain et cerveau murin. Grâce à des techniques de pointe, ils ont constaté que les connexions neuronales dans l'hippocampe humain étaient pas plus rares, mais beaucoup plus stables que chez la souris.